Envoyez la police. Il lui arrache le visage. Il est en train de la manger. Ce n'est pas la scène d'un film d'horreur. Ce n'est pas le dialogue d'un thriller psychologique. C'est le véritable appel au 911, passé dans un état de panique et d'horreur pure par Sandra Herold, le 16 février 2009. L'agresseur, son propre fils adoptif. Un colosse de 90 kilos, une force de la nature 5 fois supérieure à celle d'un homme. Un chimpanzé star de la télévision nommé Travis. La victime, ta meilleure amie, Charla Nash. Comment un animal de compagnie adoré, un chimpanzé qui buvait du vin dans un verre à pied, qui se brossait les dents avant de dormir et qui savait utiliser la télécommande de la télévision, a-t-il pu commettre l'une des attaques les plus sauvages et les plus dévastatrices de l'histoire moderne américaine? Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une attaque, c'est une descente dans les profondeurs de la psychologie humaine, une exploration de l'amour, du deuil et de l'aveuglement volontaire. C'est l'histoire d'une bombe à retardement amorcée des décennies plus tôt et qui a explosé dans une paisible banlieue du Connecticut. L'onde de choc va au-delà de l'imaginable. Nous sommes à Stamford, Connecticut. Une ville prospère, pittoresque, l'incarnation du rêve de la Nouvelle-Angleterre. Des maisons cossues, des pelouses manucurées, une tranquillité qui frôle la perfection. En ce mois de février 2009, la ville est couverte d'un manteau de neige, silencieuse, paisible. C'est le genre d'endroit où rien de grave ne semble jamais arriver. Mais derrière la façade d'une de ces maisons bien entretenues se cache une situation que personne, pas même les autorités, ne veut vraiment voir. Au cœur de cette tranquillité vit Sandra Herold, une femme alors âgée de 70 ans, une figure locale. Avec son mari Jérôme, elle avait fondé une entreprise de remorquage prospère, Herold's Wrecker Service. Mais la vie de Sandra a été marquée par une série de tragédies insondables. En 2000, sa seule enfant, sa fille, a été tuée dans un accident de voiture. Le deuil est absolu. Un vide béant s'ouvre dans leur vie. Puis, en 2004, son mari Jérôme, son partenaire de toujours, décède d'un cancer. Sandra se retrouve seule dans sa grande maison, entourée par les fantômes de sa famille disparue. Seule? Pas tout à fait. Car il y a Travis. Pour comprendre la tragédie du 16 février 2009, il faut remonter à 1995. Travis est né dans le Missouri, dans un lieu tristement célèbre, la Missouri Primate Foundation, dirigée par Connie Cassie. Ce n'était pas un sanctuaire, mais un élevage. Les bébés chimpanzés y étaient arrachés à leur mère, quelques jours seulement après leur naissance, pour être vendus comme animaux de compagnie exotiques ou comme acteurs pour l'industrie du divertissement. Sandra et Jérôme Herold ont acheté Travis pour $50 000. Il n'avait que 3 jours. Il est arrivé chez eux non pas comme un animal, mais comme un substitut d'enfant. Il a comblé le vide laissé par la perte de leur fille. Il est devenu le centre de leur univers. Travis n'était pas un animal de compagnie ordinaire. C'était une célébrité. Dans les années 90, son visage était partout. Il est apparu dans des publicités nationales pour Coca-Cola et pour la marque de vêtements Old Navy. Il a fait des apparitions dans des émissions de télévision, y compris le Maury Povich Show. Il était charismatique, drôle et incroyablement humain. Et c'est là que le problème commence. La vie de Travis chez les Herold était une simulation de vie humaine poussée à l'extrême. Il ne dormait pas dans une cage, il dormait dans un lit avec Sandra. Il prenait son bain avec elle. Il s'habillait avec des jeans, des pulls et même des casquettes de baseball. Il mangeait à table avec la famille. Ses aliments préférés, steak, homard et crème glacée. Il buvait du vin dans un verre à pied. Il savait utiliser les toilettes, se brosser les dents et même utiliser un ordinateur pour regarder des photos. Il ouvrait les portes verrouillées avec ses propres clés.
Il adorait regarder la télévision, en particulier le baseball. Sandra racontait qu'ils savaient même conduire leur voiture sur leur propriété. Pour le monde extérieur, c'était une curiosité fascinante, un spectacle. Pour Sandra, c'était sa famille. Elle dira plus tard, après l'horreur, « Il était mon enfant. Tout ce qu'un humain pouvait faire, Travis pouvait le faire. » Et puis, il y a Charla Nash, une femme de 55 ans, une mère célibataire, indépendante et travailleuse. Elle connaissait Sandra Herold depuis des années. Plus qu'une simple amie, Charla travaillait pour l'entreprise de remorquage des Herold, s'occupant de la répartition et de la comptabilité. Elle était l'une des rares personnes en qui Sandra avait une confiance absolue. Charla connaissait Travis depuis qu'il était bébé. Elle l'avait vu grandir. Elle faisait partie de ce cercle intime très restreint. Elle était, en théorie, l'une des rares personnes que Travis connaissait et en qui il avait confiance. Mais ce que personne ne réalisait ou ne voulait admettre, c'est que sous cette façade de presque humain, sous les pulls et les jeans, une bombe à retardement biologique était en marche. Une force sauvage, primale, que des années d'habits et de verres de vin n'avaient à ne jamais pu éteindre. Le chimpanzé mignon et drôle des publicités avait grandi. En 2009, Travis avait 14 ans. Il pesait 90 kilos. Un chimpanzé mâle adulte est, à poids égal, 5 à 6 fois plus fort qu'un être humain. Sa force de morsure est écrasante. Et l'âge de 14 ans, pour un chimpanzé, c'est l'adolescence. C'est l'âge où, dans la nature, les mâles commencent à se battre pour la dominance, à défier l'autorité et à faire preuve d'une agression territoriale extrême. La célébrité de Travis s'était estompée. Les contrats publicitaires s'étaient taris. Personne ne veut d'un chimpanzé adulte imprévisible et surpuissant sur un plateau de tournage. Travis passait ses journées dans la maison de Stamford, s'ennuyant, regardant la télévision. Un animal social complexe, conçu pour les vastes forêts d'Afrique, était confiné dans une maison de banlieue. Et les signes avant-coureurs avaient commencé. Des signes que Travis n'était pas un humain dans un costume de singe, mais un animal sauvage puissant, confus et de plus en plus dangereux. L'incident le plus grave s'est produit en octobre 2003. C'est un chapitre crucial de cette histoire. Un avertissement qui, s'il avait été écouté, aurait pu tout changer. Travis était dans la voiture avec Sandra, au centre-ville de Stamford. Ils étaient arrêtés à une intersection très fréquentée. Selon les rapports, un passant aurait jeté un objet, peut-être une canette vide, sur la voiture, qui aurait rebondi sur la vitre de Travis. Ce geste trivial a déclenché une réaction explosive. Travis, enragé, a détaché sa propre ceinture de sécurité, a ouvert la portière de la voiture et s'est lancé à la poursuite de l'homme. Ce fut le chaos. Un chimpanzé de 70 kilos, enragé, courant à travers la circulation aux heures de pointe. Il a sauté sur les voitures, terrorisant les conducteurs. La police de Stamford a dû boucler plusieurs pâtés de maison. Pendant des heures, ils ont tenté de le maîtriser. Les fléchettes, tranquillisantes, semblaient n'avoir aucun effet. Il a fallu l'intervention de Sandra, qui a réussi à le leurrer pour qu'il retourne dans la voiture, pour mettre fin à l'incident. L'incident était incroyablement grave. Il avait démontré que Travis était incontrôlable, puissant et capable d'une grande agression en public. Et que s'est-il passé? Presque rien. À l'époque, la loi du Connecticut sur la possession d'animaux exotiques était dangereusement floue. Posséder un primate de plus de 22 kilos nécessitait un permis. Mais la loi n'était pas claire sur les animaux possédés avant l'adoption de cette loi. L'incident a été classé. La ville de Stamford a considéré Travis comme un animal de compagnie et n'a pris aucune mesure. Cependant, dans les coulisses, les autorités de l'État étaient terrifiées. Un mémo interne du département de la protection de l'environnement du Connecticut, DEP, a fait surface des années plus tard.
rédigé par un biologiste de l'État après l'incident de 2003, le mémo était prophétique. Il décrivait Travis comme une bombe à retardement. Le biologiste avertissait que Travis était un accident en attente, qu'il représentait un danger public majeur et qu'il pouvait gravement blesser ou tuer quelqu'un. Ce mémo a été envoyé au supérieur. Il a été lu et il a été ignoré. Aucune mesure n'a été prise pour retirer Travis de la maison de Sandra Herold. La bombe a été autorisée à continuer son tic-tac. Pour Sandra, cet incident n'était qu'un caprice d'adolescent. Elle a défendu Travis avec l'instinct féroce d'une mère. Elle s'est isolée, devenant de plus en plus protectrice, de plus en plus en guerre contre un monde qui, selon elle, ne comprenait pas son fils. Mais pour les experts en primates, cet incident était un drapeau rouge vif, un avertissement final. Qu'en disent les primatologues? La réponse est unanime et terrifiante. Humaniser un chimpanzé est une forme de cruauté psychologique. En l'arrachant à sa mère, on lui vole son identité. En l'élevant comme un humain, on crée une confusion existentielle. Un chimpanzé ne peut pas être un humain. Il ne peut que l'imiter. Mais en dessous, les instincts sauvages demeurent. Lorsque la puberté frappe, ces instincts, la hiérarchie, la dominance, l'agression territoriale, explosent à la surface. L'animal de compagnie, mignon, devient un étranger dangereux. Il ne comprend plus sa place. Il n'est ni un chimpanzé, ni un humain. Il est une créature perdue, et la frustration de cette existence impossible se transforme inévitablement en violence. Travis était une tragédie qui attendait son acte final. Nous sommes le 16 février 2009. Près de 6 ans se sont écoulés depuis l'incident du centre-ville. La vie a changé pour Sandra Herold. Son mari Jérôme est mort depuis 5 ans. Elle est seule. Sa seule compagnie est ce chimpanzé de 90 kilos, maintenant pleinement mature, lunatique et, selon elle, malade. Ce jour-là, Travis est différent. Il est agité, erratique, imprévisible. Sandra dira plus tard qu'elle pensait qu'il souffrait de la maladie de Lyme, une maladie courante dans le Connecticut, et qu'il ne se sentait pas bien. Pour le calmer, elle a pris une décision fatale. Elle a pris un de ses propres médicaments, du Xanax, un anxiolytique puissant de la famille des benzodiazépines, et l'a mélangé à une tasse de thé qu'elle a ensuite donné à Travis. Ce que Sandra ignorait, c'est que si le Xanax calme les humains, il peut avoir un effet paradoxal sur certains sujets, et en particulier sur les primates. Au lieu de calmer, il peut provoquer une désinhibition, une confusion accrue et une agressivité explosive. Elle a donné un détonateur à sa bombe à retardement. Vers 15h30, l'agitation de Travis atteint son paroxysme. Il prend les clés de voiture de Sandra sur le comptoir de la cuisine. Un tour qu'il avait appris, sort de la maison et se dirige vers la voiture. Sandra est désemparée. Il fait froid, il y a de la neige au sol. Travis est dehors et il refuse de rentrer. Frustrée, paniquée, elle appelle la seule personne qui, selon elle, peut l'aider. Son amie, Charla Nash. Elle explique la situation à Charla. Travis est sorti, il a pris ses clés. Elle n'arrive pas à le faire rentrer. Charla, serviable comme toujours, quitte son travail et conduit jusqu'à la maison de Sandra. Charla arrive quelques minutes plus tard. Elle gare sa voiture derrière celle de Sandra. Elle sort. Et c'est là que, en une fraction de seconde, le monde bascule dans l'horreur absolue. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Charla Nash a changé de coiffure ce jour-là. Elle tient également en main l'un des jouets préférés de Travis, une peluche Tickle Me Elmo, pour essayer de l'attirer. Travis la voit. Pour cet animal de 90 kilos, confus par la drogue, agité par la maladie et régi par des instincts de dominance de mâle adulte, il ne voit pas Charla, l'amie de la famille. Il voit une silhouette inconnue à cause de la nouvelle coiffure qui tient sa propriété, le jouet, et qui le regarde, un signe de défi direct. Dans le monde des primates, il voit une menace, et sa réponse est instantanée, totale, et d'une sauvagerie que les mots peinent à décrire.
En une fraction de seconde, le chimpanzé se jette sur elle. Ce n'est pas une simple morsure, c'est une attaque de prédation, une tentative d'annihilation. Travis se concentre, comme le font les chimpanzés lors d'attaques territoriales, sur le visage et les mains. Sandra Herold est témoin de la scène. L'horreur est absolue. Elle hurle. Elle tente d'arrêter Travis. Elle court chercher une pelle dans son garage et frappe le chimpanzé de toutes ses forces. La pelle se brise contre le dos musclé de l'animal. Travis l'ignore et continue son attaque sur Charla, qui gît maintenant au sol. Désespérée, Sandra retourne en courant dans la maison. Elle attrape la première chose qu'elle trouve, un grand couteau de boucher. Elle retourne à l'extérieur et poignarde Travis à plusieurs reprises dans le dos. Elle racontera plus tard, dans un état de choc, le moment le plus surréaliste de l'attaque. Le couteau n'a eu presque aucun effet. Travis s'est arrêté une seconde, s'est retourné et l'a regardé. Sandra a dit qu'il avait une expression qui semblait dire « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» Puis, il s'est retourné et a continué son attaque dévastatrice sur Charla. L'attaque a duré, selon les estimations, près de 12 minutes. Une éternité d'une violence inimaginable. Sandra, réalisant qu'elle ne peut absolument rien faire, que l'animal qu'elle a élevé comme un fils est devenu un monstre incontrôlable, fait la seule chose qu'il lui reste à faire. Elle court à sa voiture, s'y enferme et appelle le 911. L'enregistrement de cet appel est l'un des documents sonores les plus terrifiants de l'histoire des services d'urgence américains. L'opérateur décroche. La voix de Sandra est au-delà de la panique. C'est de l'hystérie pure. Pour elle, la tragédie était complète. Elle avait perdu sa fille. Elle avait perdu son mari. Elle avait maintenant tué de ses propres mains son fils chimpanzé. Et elle avait vu sa meilleure amie être mutilée à vie par sa faute. Elle est devenue une paria. Sa maison était assiégée par les médias. Elle était détestée par le public. Un an après l'attaque, en mai 2010, Sandra Herold meurt soudainement d'une rupture d'anévrisme aortique. Elle avait 72 ans. Certains diront qu'elle est morte de chagrin. La famille de Charla Nash, menée par son frère, a intenté un procès de 50 millions de dollars contre la succession de Sandra Herold. Ils ont affirmé que Sandra avait été d'une négligence criminelle, qu'elle savait que Travis était dangereux. L'incident de 2003 le prouvait, et qu'elle lui avait sciemment donné du Xanax, une drogue qui, selon les experts, a directement contribué à l'agressivité de l'attaque. En 2012, un accord a été conclu. La succession de Sandra Herold a versé 4 millions de dollars à Charla Nash. Ce n'était pas une somme choisie au hasard. C'était tout ce que Sandra possédait. L'entreprise, la maison, les économies, tout. Mais pour Charla et sa famille, ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. 4 millions de dollars ne couvriraient jamais les soins médicaux à vie, les opérations constantes, les soins 24 heures sur 24, estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils ont alors tenté quelque chose d'inédit, quelque chose de beaucoup plus grand, poursuivre l'État du Connecticut. Leur argument était puissant et direct. Le département de la protection de l'environnement de l'État, le DEP, était au courant de l'existence de Travis. Ils savaient qu'il était dangereux. Ils avaient ce mémo interne de 2003, ce document explosif qui décrivait Travis comme une bombe à retardement et un danger public. Les avocats de Charla ont soutenu que l'État avait le devoir d'agir et que, en n'ayant rien fait pour retirer Travis de la maison de Sandra Herold, il était directement responsable de ce qui était arrivé à Charla. La bataille juridique a été féroce. L'État s'est défendu en utilisant le principe de l'immunité souveraine, une doctrine juridique qui empêche d'attaquer en justice le gouvernement, sauf s'il donne sa permission. En 2014, la décision est tombée. Le commissaire aux réclamations de l'État du Connecticut a rejeté la demande de procès de Charla Nash.
Sa justification était une pure technicité légale. À l'époque de l'incident de 2003, il n'y avait aucune loi spécifique interdisant la possession privée d'un chimpanzé. Par conséquent, le DEP n'avait aucune obligation légale claire d'intervenir. Le mémo de la bombe à retardement a été jugé comme l'opinion d'un employé et non comme une obligation légale pour l'agence. Charles Hanash n'obtiendrait pas un centime de l'État qui avait laissé cette bombe exploser. Cette affaire a soulevé une question fondamentale, une question qui résonne encore aujourd'hui. Un animal sauvage peut-il un jour cesser d'être sauvage? La réponse des experts, une réponse que Sandra Herold a refusé d'entendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard, est un non catégorique. L'histoire de Travis n'est pas celle d'un monstre. Travis n'était pas maléfique. Travis était un chimpanzé. Et le 16 février 2009, confus, drogué et poussé par des instincts qu'il ne comprenait même pas, il a agi comme un chimpanzé se sentant menacé dans son territoire. Le véritable échec n'est pas celui de l'animal, mais celui de l'humain. L'échec de croire que l'amour peut tout conquérir, même la nature. L'échec d'un système juridique qui a vu le danger et a choisi de détourner le regard. La tragédie de Travis et Charles Hanash a eu au moins un impact tangible. Peu après l'attaque, la loi du Connecticut a été radicalement renforcée, interdisant formellement la possession privée de grands primates, sans aucune exception. Au niveau fédéral, l'attaque a donné un nouvel élan au Captive Primate Safety Act, parfois appelé loi Travis. Cette loi, qui avait stagné au Congrès pendant des années, visait à interdire le commerce interstatal de primates pour en faire des animaux de compagnie. L'histoire de Charles Hanash a fourni la volonté politique nécessaire pour faire avancer cette législation, soulignant le danger national que représentent ces animaux de compagnie exotiques. L'histoire de Travis est l'exemple ultime et le plus tragique des dangers de l'exotisme animalier. C'est une histoire où l'amour, né du deuil le plus profond, s'est transformé en un aveuglement qui a conduit à une catastrophe. Il y a eu 2 victimes ce jour-là. La première est Travis, un animal sauvage, volé à sa mère, forcé de vivre dans un monde qu'il ne pouvait pas comprendre, transformé en caricature humaine et finalement abattu comme un monstre dans sa propre chambre. Sa vie entière a été une tragédie. La seconde est Charles Hanash, une femme innocente, une amie fidèle, qui paie le prix de la confusion d'un autre chaque jour, dans l'obscurité, mais avec un courage et une dignité inimaginables. L'histoire de Charles Hanash, dans toute son horreur, nous rappelle une vérité simple, mais immuable. La frontière entre l'homme et l'animal sauvage existe pour une raison. C'est une frontière qui doit être respectée et que la franchir a toujours un prix. Cette histoire vraie dépasse la fiction et nous force à réfléchir. Si vous voulez découvrir d'autres cas incroyables mais vrais qui ont choqué le monde, des histoires qui explorent les recoins les plus sombres et les plus résilients de l'expérience humaine, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Laissez un like sur cette vidéo si vous avez trouvé cette histoire aussi troublante qu'instructive. Et surtout, partagez cette vidéo. L'histoire de Charles Hanash n'est pas seulement un fait divers, c'est un avertissement qui doit être entendu. Merci d'avoir regardé.